Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre. Avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an. Je suis hyper concentrée, les gens, ça leur arrive de ne pas être attentifs à nous, peut-être qu'ils ne nous entendent pas, ils ne nous voient pas. C'est hyper frustrant parce que quand on arrive derrière à haute vitesse, on sait pourquoi on roule dans ces circonstances-là. Eux ne le savent pas. On est là déjà pour être là présent pour eux. On va prendre connaissance de tout ce qu'ils vont nous dire. On va essayer un petit peu de les tranquilliser. Je reste extrêmement prudente. Je peux prendre des risques, mais jusqu'à un certain point. Ça dépend aussi de l'urgence de la situation, ça c'est clair. Derrière cette première carapace avec un gilet pare-balles et tout ça, il y a un cœur humain qui bat comme chez eux. Bonjour, je m'appelle Olivier Favre, je vais fêter mes 50 ans cette année. Je suis rentré à la police cantonale en 1998. Les très mauvaises langues diront que c'était déjà le millénaire passé. J'ai fait mon école de police et puis dès ma première affectation, je me suis retrouvé à l'unité mobile du Bas-Valais. Et puis ça fait 27 ans que j'y suis et j'ai grimpé gentiment dans la hiérarchie et puis maintenant depuis 2009, je suis chef de groupe. La fonction justement de diriger mon groupe permanent sur toutes les interventions. Alors, je m'appelle Gwendoline Guérin, j'ai 26 ans et je travaille à l'unité mobile de Chara depuis septembre 2023 en tant que gendarme. Ce qui m'a poussée à choisir ce métier de policière, c'est en fait une idée qui a germé au fur et à mesure de mes formations. Je l'imaginais ce métier quand j'étais plus petite et puis au fur et à mesure des années, je me suis orientée plutôt vers des études. Rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas un parcours qui m'était vraiment inné, donc je voulais pas me lancer dans des études universitaires. En 2020, j'ai entamé une formation dans le domaine du tourisme à la HES de Sierre et très peu de temps après le début de la formation, en fait, l'établissement a fermé pour des raisons évidentes de pandémie. Et au même moment, ma maman elle m'a transmis la pub pour la campagne de recrutement de la police cantonale. Comme elle savait que c'était un métier qui m'intéressait, elle s'est dit pourquoi pas, regarde, le délai il arrive gentiment à échéance, donc si tu veux le faire, c'est maintenant. Et puis je me suis dit finalement, pourquoi pas. Comme je voyais l'industrie du tourisme qui était grandement impactée en fait par le Covid, je voyais mon avenir un petit peu restreint dans ce secteur-là. Et je me suis dit, j'envoie ma candidature et puis on verra bien. Au mieux, je suis prise et au pire, je continue ma formation dans le domaine du tourisme et du management. Et puis, au fur et à mesure des mois, j'ai passé les entretiens, je les réussissais et puis la hiérarchie m'a donné une chance. Donc, me voilà dans la grande aventure de la police cantonale. Je me suis intéressé au métier de policier un petit peu par hasard. J'étais en dernière année de maturité et puis on arrivait à la période des examens et puis c'est mon papa qui m'a fait voir qu'il y avait une annonce dans le Nouvelliste pour annoncer justement la prochaine campagne de recrutement. Et puis comme il connaissait un petit peu mon côté loyal, qui était assez pour la justice et tout, il m'a dit « tu devrais t'y intéresser ». Et puis je me suis rendu un mercredi après-midi à l'hôtel de police. À la base, je pensais repartir avec un simple flyer d'information. Et puis je me suis retrouvé directement dans le bureau de l'adjudant de la formation à l'époque. Et puis là, j'étais directement déjà sondé. C'était mon première interview au pré-recrutement. Et puis c'est ce qui m'a vraiment lancé dans le bain, quoi. Comment est-ce que je prépare mon service? J'ai pas de routine très fixe, c'est très rigide. Par contre, j'essaye de pratiquer soit un petit peu de sport avant ou en tout cas de bien déjeuner, de faire un truc un peu pour moi, que ce soit quelques respirations, quelques mouvements le matin. Et puis quand je prends la voiture pour me rendre jusqu'à Chara, j'ai le temps d'écouter pas seulement de titres, de la musique, je mets en fonction de l'humeur du jour. Et puis je me remémore un peu les principes tactiques aussi avant d'arriver. En principe, je sais ce qui m'attend pendant le service, j'ai 2-3 actions qui sont planifiées ou bien des choses que je dois suivre selon des interventions que j'ai eues par exemple les jours précédents. Et puis après, je me laisse porter une fois que je prends le service parce qu'on a toujours des interventions qui tombent au gré des annonces. Alors là, on se trouve dans les vestiaires et puis on a chacun notre casier personnel avec tout notre équipement, en tout cas une partie. Et pour ma part, je me change à chaque fois ici avant de venir prendre mon service. Donc j'ai ma ceinture. C'est clair qu'on débarque, on a les gilets pare-balles, on a toute notre ceinture de charge, on a un uniforme. Ça représente beaucoup de valeur en fait.
Et il y a des gens qui apprécient ces valeurs-là, qui s'y reconnaissent, et puis d'autres qui les détestent, qui sont plus marginaux. L'outil aussi indispensable, moi j'ai pare-balles, qui fait partie de l'équipement obligatoire. Moi, j'ai un petit peu un rituel ou une habitude que j'ai pris depuis le début de ma carrière, c'est que je ne me change pas sur mon lieu de travail. C'est-à-dire que quand je quitte mon domicile, j'ai déjà mis mon uniforme, ma ceinture de charge, j'ai déjà ma radio et je suis à l'écoute. Ce qui fait que pendant le trajet d'environ 20 minutes, j'ai vraiment le temps de me mettre dans le bain et puis quand j'arrive au boulot, j'y suis déjà en définitive. J'ai déjà mis la casquette un petit peu de policier et puis je suis prêt à intervenir par rapport à ce que j'ai entendu qui se passait éventuellement sous les ondes. Et puis après, je fais mon organisation de service, j'accueille mes collègues, mes agents et puis on prévoit les différentes missions, les différentes patrouilles qu'on va faire durant le service. Alors, à la prise de service, je m'occupe de vérifier que le matériel il est au complet et puis en fonction. Donc on a tout ce qui concerne la circulation, les contrôles éthyliques, aussi différents formulaires qu'on a à remplir, et puis d'autres documents qui nous permettent d'intervenir sur des différentes alarmes. Donc c'est important que les plans ils soient à jour. Et typiquement, il y a le défibrillateur qui a été utilisé dans cette voiture hier, donc je m'assure qu'il soit de nouveau en emploi. Les gens, quand ils nous appellent, ils espèrent avoir une réponse immédiate et puis qu'on traite directement leurs soucis. Alors quand on nous appelle pour un cambriolage, pour un vol par effraction, les gens sont quand même atteints dans leur sphère privée, mais ça reste du patrimoine, ça reste du matériel. Par contre, dès que ça touche au physique, donc on a des agressions ou bien on a des accidents avec blessés, voire graves, voire mortels, ce sont des choses qui vont passer en priorité. Je pense que vraiment la principale qualité, c'est de pouvoir écouter les gens, ce qu'ils nous expliquent, comprendre un petit peu leur point de vue ou du moins essayer. Et puis ensuite, à partir des informations qu'on parvient à récolter, c'est de leur fournir une aide proportionnelle. Donc on doit justement directement traiter dans l'urgence ce qui est immédiat. Et puis les autres choses, on va devoir expliquer aux gens qu'on va s'en occuper, mais pas dans l'immédiat, dès qu'on aura les possibilités, que le plus important aura été traité en priorité. Donc la centrale vient d'appeler, c'est un automobiliste qui signale sur l'autoroute, chaussée positive. Il a déplacé un véhicule rouge. Puis qu'il y aurait de la fumée qui s'échapperait du bloc moteur alors que le conducteur roule. On va essayer de voir si on peut le reprendre ou si c'est arrêté entre deux. Quand je roule en course urgente, c'est vrai que c'est souvent à haute vitesse. Je suis très focus sur ma conduite. C'est vrai que je me focalise uniquement sur le trafic, sur les automobilistes. Et je reste extrêmement prudente. Je suis quand même un chauffeur professionnel, donc je peux prendre des risques, mais jusqu'à un certain point. Ça dépend aussi de l'urgence de la situation, ça c'est clair. On est sur l'A9, chaussée positive, Saxon direction Ried. On a reçu un appel il y a quelques minutes pour un véhicule rouge qui aurait de la fumée qui s'échapperait au niveau du moteur. On est en train de remonter maintenant sur la positive. Est-ce que vous avez quelqu'un éventuellement à l'auteur de le compter pour voir si ce véhicule il passe à votre hauteur? Donc personnellement, en tant que chef de groupe, je suis plus régulièrement comme passager, comme conducteur. Comme ça, je peux plus me consacrer sur la réflexion de l'intervention, qu'est-ce qu'on va faire sur place. Et puis je fais confiance à ma collègue ou mon collègue qui est au volant, qui lui va assurer le côté justement du déplacement. Toutes les courses d'urgence qu'on fait en signaux prioritaires, feu bleu et sirène, on a plusieurs aspects à garder. Donc on a de toute façon déjà l'aspect d'urgence. Donc là c'est clair qu'on a l'adrénaline qui monte parce qu'on sait qu'on fait cette course de manière justifiée. C'est qu'il y a vraiment une raison pour laquelle on fait. On a le côté sécuritaire. Pour nous, on ne doit pas prendre des risques pour nous faire du mal et puis pas faire du mal non plus aux gens qui sont sur la route. On ne peut pas se permettre de prendre tous les risques et puis la route elle ne nous est pas fermée rien que pour nous. Donc il y a après aussi tout le côté conduite
où on doit quand même être resté maître de notre véhicule. Et puis encore la réflexion de sur quoi on va, qu'est-ce qu'on va faire. Les gens, ça leur arrive de ne pas être attentifs à nous, peut-être qu'ils ne nous entendent pas, ils ne nous voient pas. Et c'est hyper frustrant parce que quand on arrive derrière à haute vitesse, on sait pourquoi on roule dans ces circonstances-là. Alors, les gens, ils ont beaucoup de peine à nous entendre. La sirène sur l'autoroute, ils n'entendent pas. Donc s'ils ne regardent pas dans leur rétroviseur, tant qu'on n'est pas à leur hauteur avec le bruit du vent, du déplacement, ils n'entendent pas. Le gars qui ne regarde jamais dans ses rétroviseurs, il ne voit pas arriver derrière. C'est pour ça que souvent on se retrouve bloqué avec les voitures. J'ai eu la chance de pour l'instant jamais avoir d'accident durant mes courses urgentes, mais je suis très très attentive au trafic parce que ça peut vite arriver un accident. Il a pas regardé dans le rétroviseur par exemple. Ça me gâche dès que moi il a sauté devant. Bon, déjà il n'a pas mis l'indicateur, donc c'est difficile qu'il regarde en même temps ses rétroviseurs. Alors il y a la PRVC qui annonçait eux sont à Sion Est si jamais la voiture elle sort. Nous on va quand même aller faire jusqu'à la galerie pour après on va redescendre. Ça, c'est les joies du soir à Sion. Ah ouais. Ouais. Gracias. Allez. Tranquille. S'il voulait, on le verrait déjà. Oui, parce que je pense qu'il va pas trop mal. On fait au mieux avec les moyens du bord. Notre priorité, c'est d'aider les gens. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Par contre, c'est vrai que des fois, je suis un petit peu peut-être limitée en termes de moyens, de distance aussi, parce que notre canton, il est vaste. 2,70, 3,70. 2,70. Ouais, alors on est sorti maintenant Sion Est, négatif pour ce véhicule. Après, je me suis dit, comme les collègues du Valais Central, ils n'étaient pas libres, si le véhicule, il prend effectivement feu, c'est vite embêtant sur l'autoroute. Très petit s'est arrêté entre deux, qui a pris une sortie. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a eu qu'un appel, il n'y en a pas eu d'autres. Donc est-ce que c'est peut-être juste un moment le moteur qui a eu cette ratée, puis il a fait ce dégagement de fumée, puis la personne a tout de suite avisé parce qu'il a vu qu'il y avait quelque chose de plus grave. Voilà. Parce que le pire cas, ce serait que la voiture, elle s'arrête sur l'autoroute et qu'on doit notamment fermer l'autoroute. En plus, avec la circule qu'il y a, ça fait un sacré job. Là, à cette heure-ci, c'est impossible d'aller plus vite que 200. Il y a tellement de circulation que tu vas vite te retrouver avec quelqu'un qui va sauter devant sans t'avoir vu, quoi que ce soit. Par contre, si tu es en dehors des heures où il n'y a pas de circulation, oui, tu vas certainement pouvoir monter bien plus que les 200. Après, il y a le fait comme quoi il faut adapter. En cas d'accident ou d'infraction dont on est auteur, on est responsable. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire? Tu peux pas aller justement à des extrêmes qui ne sont pas justifiés, quoi. Il y a 25 ans en arrière, il n'y avait pas forcément la même politique par rapport à ça. Il y avait peut-être moins de soucis des conséquences qui peuvent arriver. Parce que maintenant, on se rend compte que avec la législation actuelle, on peut être condamné comme tout citoyen, quoi. L'unité mobile, on est en travail en équipe. Comme ça existe dans le privé, comme dans des grandes entreprises, le but c'est d'avoir toujours quelqu'un en permanence qui réponde. Si on veut bien, l'unité mobile c'est police-secours, ce qu'on entend souvent parler dans les autres cantons, l'unité mobile c'est police-secours. Dès que vous allez faire le 117, en priorité ça va être l'unité mobile qui va être avisée pour intervenir. C'est important qu'on travaille en groupe et puis qu'on se coordonne entre chacun des collègues. D'une part, on a tous un passé différent. En plus, on a les expériences aussi qui varient pas mal en fonction de où on a travaillé avant, des domaines, de l'âge et puis de ce qu'on fait à côté dans nos loisirs. Donc je trouve qu'on est très complémentaires et puis c'est idéal de pouvoir se reposer sur un ou plusieurs collègues parce que forcément une fois peut-être qu'on pense à un truc mais on oublie des détails et puis là c'est les collègues qui prennent leur relais. Donc on est organisé là pour l'unité mobile en 5 groupes de 7 agents avec notamment un chef de groupe puis un remplaçant, mais on a toujours quelqu'un qui est en permanence. Donc on fait du 5h 13h30, du 13h 21h30 et du 21h 5h30 le matin. Donc il y a un rythme de travail à prendre, il y a une hygiène de vie à faire attention, surtout par rapport à son repos, ses heures de sommeil. Mais je pense que tout seul on ferait vraiment pas grand chose et c'est utile justement de pouvoir s'appuyer sur les autres parce que
on ne sait jamais sur quoi on tombe, peut-être que c'est la première intervention du style, peut-être qu'on arrive sur un simple dégât matériel entre deux voitures, et puis pour nous on l'a fait peut-être déjà 20 fois et donc ça roule, et puis peut-être pour d'autres collègues, ils ne savent pas quelle est la procédure, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens. Ça c'est des interventions assez légères je dirais, puis pour tout ce qui est un petit peu plus compliqué, que ce soit par exemple des morts violentes, c'est toujours plus impressionnant, et je pense notamment aux aspirants qui viennent en stage, ou bien simplement la différence qu'il y a entre eux, qui vont découvrir le terrain, et puis peut-être mes chefs ou mes supérieurs qui eux ont peut-être traité plusieurs fois les cas comme ça, l'appréciation de la situation elle change, donc c'est vraiment chouette de pouvoir s'appuyer sur les collègues. Alors des moments choquants, je pense qu'on en vit tous à la police, mais le choquant ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Ça peut être des images, vraiment dans l'action en soi, mais là, je pense que pour la grande majorité, on est tellement concentré sur le côté professionnel de ce qu'on va devoir faire, les procédures, les sauvegardes des traces, l'enquête policière, c'est qu'on passe un petit peu à côté de ces émotions, puis on se concentre vraiment sur le job. Et puis les émotions, elles vont peut-être ressortir ultérieurement. Je prends un cas d'un accident mortel, malheureusement, avec un enfant, et puis le seul témoin de l'accident qu'on avait, c'était son grand frère. Puis lorsqu'on a pu auditionner le grand frère quelques temps plus tard, au moment où on arrive, moi je lui demande ce que j'avais besoin pour son identité, notamment sa date de naissance. Au moment où il me donne son jour et son mois de naissance, je suis un peu embêté, puis je dis « mais tu te trompes, là c'est le jour et le mois de naissance de ton frère ». Puis il me dit « non, je suis né 1 an jour pour jour avant lui ». Ça, à ce moment-là, malgré tout ce qu'on a vu sur place, l'horreur de l'accident, ça vous fout une baffe parce que vous dites cet enfant-là, toute sa vie, il pourra que penser à son frère le jour de son anniversaire. Puis voilà, c'est peut-être une émotion, un truc comme ça qui vous marque, contrairement à d'autres scènes beaucoup plus gore, qui en gros ne vous marquent pas sur le moment, mais peut-être que vous avez des feedbacks ultérieurement. J'ai tendance à repenser assez fréquemment aux interventions que je gère. Je pense notamment à la disparition d'une petite fille. C'est vrai, quand on reçoit l'annonce, c'est toujours délicat parce qu'on ne se met pas forcément à la place des personnes, mais on peut qu'imaginer en fait ce qu'elles peuvent ressentir. Et donc là, c'est une intervention qui m'a particulièrement touchée. Pas sur le moment des recherches, parce que là, j'étais dans mon truc et je savais ce que j'avais à faire comme mission. Mais c'est tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y a des gens que je connaissais, qui étaient de la famille, qui sont venus vers moi, qui étaient en pleurs, qui sont venus me prendre dans leurs bras, qui m'ont demandé des nouvelles. Et puis là, c'était compliqué parce que une partie des choses qu'on peut clairement pas dire à ce moment-là. Et puis de voir la détresse dans leurs yeux, c'était un peu difficile à gérer sur le moment. Donc on essaye de rester focalisé sur nos tâches de policiers en fait. Et puis quand ça redescend, qu'on a terminé nos recherches et puis que ma foi on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire, là c'est quelque chose qui m'a beaucoup tracassée. Mais de manière générale, je me remets toujours un peu en question, savoir qu'est-ce que je peux améliorer dans la gestion des interventions. Je pense que c'est bien d'y réfléchir de temps en temps et puis de se remémorer qu'est-ce qu'on a fait de bien ou peut-être de moins bien, parce que c'est des interventions qu'on va être amené à gérer de nouveau. Je pense aussi du fait que j'ai peu d'expérience, mais en même temps j'ai des plus jeunes encore qui arrivent, et donc je me dois aussi de pouvoir guider ou manager des fois un petit peu. Mais en même temps, je peux très bien m'appuyer sur mes différents chefs, ou mon chef de groupe en tout cas en priorité, et puis lui il peut aussi me guider dans ce que j'ai à faire. Donc il y a des interventions que je gère mieux que d'autres, mais de toute façon j'y repense, je me refais le film, et puis si je vois que ça déborde, je m'appuie sur d'autres personnes plus compétentes. À la police, et puis plus particulièrement à l'unité mobile, c'est très important qu'on soit justement des groupes qui sont soudés. Le chef, il peut être le meilleur qui soit, ça peut être le Superman, le Batman, s'il n'a pas son Robin et puis ses autres collègues avec, il ne va rien pouvoir faire. Donc on travaille de toute façon déjà à la base en binôme. Donc toutes les patrouilles, à de rares exceptions, sont toujours composées de 2 agents qui sont là pour soutenir et puis justement collaborer sur les interventions. On parle souvent que la police est une grande famille. Pour moi, je dirais que le point commun, c'est effectivement on n'en choisit pas ses membres, puis on doit faire avec. Donc on ne peut pas s'entendre toujours avec tout le monde, mais chacun se soutient, même si on n'a pas forcément les mêmes idées. Donc tout le monde est là pour soutenir, pour tirer à la même corde, et puis qu'on arrive aux missions qui nous sont demandées, qu'on arrive à l'objectif. Donc l'esprit de groupe est très important, la police en général, et encore plus au niveau de l'unité mobile. Donc là, comme on suit ce véhicule qui est dépourvu d'indicateur de direction, le conducteur a déjà été vu non attaché. On regarde un petit peu ce que c'est avant de faire l'interception. Et puis, une fois qu'on a fini de checker un petit peu le personnage, on va le contrôler. Super indicateur. Ça s'arrête pas aux piétons. Permis de conduire en ordre. Ici chez nous.
pas de rien de particulier. Il a pas laissé passer les piétons en plus. Donc ils sont pas jetés dessus. Mais là on se retrouve avec 2 véhicules entre deux. Alors quand on n'a pas d'intervention urgente, c'est vrai qu'on patrouille beaucoup, souvent en voiture, et donc on peut observer le trafic et tout ce qui se passe dans les villes et puis sur les routes secondaires ou sur l'autoroute. Donc ça nous laisse l'opportunité aussi de s'assurer que les automobilistes ils circulent comme il faut. Et parfois on constate des petites infractions, alors ça peut être tout simple de ne pas mettre son signofile ou de ne pas allumer les phares. Et typiquement le véhicule là, on l'a aperçu d'abord en centre-ville de Martigny. On l'a laissé circuler un petit peu, voir comment il se comportait l'automobiliste. Là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un contrôle volant. Soit on a des contrôles fixes où on est positionné, nous on est à pied, puis on sort les véhicules de la route. Ou alors dans le cas de la patrouille, tout d'un coup il y a un véhicule qui nous semble intéressant pour une raison qui peut être autant purement circulation que pour une recherche criminelle, du judiciaire ou autre chose. Et là on va intercepter durant la patrouille, on parle plutôt souvent de contrôle volant à ce moment-là. Il a oublié ce qu'il devait faire de base, soit allumer les phares et puis s'attacher. On n'est pas tous la même chose. Ouais, on va pas non plus taper mon excès de vitesse, on a toujours en visuel pour contrôler plus loin. Si vraiment c'était quelque chose qui était hyper dangereux, parce qu'on l'a déjà vu 2 fois partir sur la bande herbeuse, à la limite de franchir la ligne, à ce moment-là on accélérait puis au besoin on met les feux de sirène. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'infraction grave qui nous oblige ou qui nous donne la possibilité de faire justement des infractions pour l'intercepter. Là, on a le même système que pour l'arrière, mais ici sous le pare-soleil, pour justement le stop police. Donc là, soit le conducteur va voir, tip top, il a réagi, ou alors il tourne, puis c'était pas pour nous, ou sinon on lui fait des appels de phare, un coup de klaxon, puis le l'automobiliste il comprend que c'est pour lui. J'essaie de discuter avec les personnes. Donc c'est clair que les premières minutes, elles sont primordiales parce qu'elles donnent l'impulse, je trouve, pour le reste de l'intervention. Mais ça n'empêche pas que quand les personnes sont énervées au départ, elles se calment quand même par la suite. Parce qu'il suffit parfois de les écouter et des fois ça se décante un petit peu en leur posant des questions, en prenant du recul. Peut-être des fois en les séparant aussi, clairement, ça leur amène une autre attitude. C'est pas toujours évident, il y a des gens qui campent sur leur position et puis parfois... on a beau tout essayer, ça fonctionne pas, elles resteront énervées et puis fâchées, puis pas contentes de nos décisions et de nos démarches. Mais c'est vrai que la plupart du temps, au bout de quelques minutes, ça se calme un petit peu. Et grâce à ça, grâce à la parole et à la communication, on enlève la négativité. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Contrôle de circulation. Pardon? Contrôle de circulation. Oui. Vous pouvez me présenter votre permis de conduire et le permis de circulation, s'il vous plaît? Oui. La fenêtre, elle fonctionne plus ou bien? Pardon? La fenêtre, elle se baisse plus? Oui. Ah, ok. Pourquoi? Non, je sais pas, vous avez ouvert la portière. Mais présentez-moi vos permis, s'il vous plaît, déjà. D'accord. Ouais, c'est un moment soleil. Qui est? Je sais pas. Il est dans la casquette, là, non? Il est mieux que ça arrive dedans. Je prends vos documents, puis après, vous pouvez vous rasseoir, ouais. On a trop de cartes, hein. Pardon? On a trop de documents, trop de cartes. Oui. Voilà. Il y en a encore. Ah. Oui, volontiers. Je suis dans la porte. Je pense qu'il a pas. Vous avez votre permis de circulation ou Oui. votre pièce d'identité déjà, alors je prends. Là, merci. Vous alliez jusqu'où ce soir? Il est jusqu'à Chartres. Ok.
Parfait. Je ferme la porte, je vous laisse baisser la vitre hein, parce qu'elle tient pas avec le vent. Pas de souci. Je l'ai pas encore dit. Bonsoir monsieur. Ça va? On fait juste un contrôle par rapport à votre état physique. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool ce soir monsieur? Non, pas Rien du tout. Alors ça sera une simple formalité. Vous avez déjà soufflé dans un tel appareil ou bien? Alors, prenez en bouche ici au niveau du tube. Oui. Il n'y a pas d'un soufflet long, mais assez longtemps, environ 3-4 secondes, tant que l'appareil sonne. Quand il arrête de sonner, ça va faire un clac, puis là vous pouvez arrêter de souffler. Vous pouvez prendre, vous pouvez procéder sans autre. Allez-y, encore. C'est bon, merci. Parfait, c'est en ordre. Alors là, on a contrôlé l'état physique du conducteur, du fait qu'il prenait pas mal de temps pour trouver ses documents, il laisse tomber son porte-monnaie. Alors on ne sait pas si c'est un peu pour l'émotion du contrôle ou bien si éventuellement son état physique n'est pas en ordre. Là, on a fait le test, tout est en ordre, il est tout bon. On vous contrôle parce qu'en fait on vous a vu circuler sans les phares et puis sans la ceinture. Oui, c'est vrai. Pour la ceinture vous avez une dispense? Non. Mince alors. Je vous mets quand même l'amende. Pour les phares c'est en ordre, il faut juste les rallumer quand Oui, vous je venais partez. de partir. Ouais. Oui, c'est bon. Alors parfois l'annonce de la sanction elle me touche plus que d'autres. Il y a clairement des gens auxquels j'ai affaire qui sont plus jeunes que moi et qui peuvent potentiellement me faire penser à mes frères ou d'autres personnes qui peuvent me faire penser à des amis ou de la famille. Et si je fais ce parallèle-là, souvent ça m'embête un petit peu parce que clairement je me dis bah voilà, si j'étais à la place de ce jeune, moi ça m'embêterait ou comment est-ce que je me sentirais. Donc des fois c'est un petit peu plus dur. Donc je pense que le but final c'est pas vraiment d'enfoncer les gens, c'est finalement de les aider pour plus tard, parce que sur le moment ils sont sous adrénaline ou sous l'émotion, mais par la suite ils sont contents de voir qu'on les a aidés. Puis l'amende, je vous fais juste le bulletin, vous payez dans 30 jours. Pas de souci. Ok. Au moment où on l'a suivi, quand il était avant nous dans le giratoire, la collègue elle a clairement vu qu'il n'était pas attaché, qu'il n'a pas la ceinture. Donc pour les autres infractions moins graves, on a fait la remarque, et là il reçoit malgré tout l'amende pour la ceinture de sécurité. Voilà. Vous avez un smartphone? Non. Ok. Alors, normalement, sinon, vous pouvez scanner avec n'importe quel appareil photo. Ça vous dirige sur Internet. Vous entrez les plaques du véhicule. Et puis ensuite, vous payez. Ça va pas marcher. Ok. Alors, Internet, j'en connais pas beaucoup, non. ça marche. Parce que l'amende, elle coûte 60 francs. Alors, si vous avez cash, à la limite, je peux vous encaisser tout de suite si vous avez le montant juste. Sinon, l'autre option, c'est que vous attendiez le rappel dans 30 jours qui est gratuit. Enfin, il n'y a pas de frais. Alors, attendez 30 jours. Sauf si vous avez encore éventuellement une carte de crédit, mais... Oui, j'ai carte crédit. Ok. Sinon, il y a l'option la plus simple, c'est Je que peux vous aller à la attendiez. poste avec ça? Non. Mais le premier appel, il est sans frais. D'accord. Ok. Alors j'attendrai le premier appel et je paierai. Ça Alors marche. souvent les gens, à la première vision qu'ils ont de nous, ils disent « Ah mais c'est les cow-boys, ils sont prêts à dégainer et tout ça ». Puis après, je pense qu'ils se rendent compte au fur et à mesure qu'on est quand même humain, puis qu'on est là pour l'écoute, on est là pour notre sécurité et pour leur sécurité, justement sur ces premiers sentiments. Donc ne vous faites jamais à la première apparition que vous avez d'un agent de police, et puis vous vous rendez compte au bout d'un moment que la majorité, on est quand même cool et puis qu'on est ouvert à la discussion. Ok, encore deux choses. Donc vous pouvez vous attacher en partant, mettre les phares. Alors bonne route à vous. Hein. Oui, merci. bonne Merci. soirée. Au revoir. Une fois que c'est terminé puis que l'adrénaline redescend un petit peu, ben là j'aime bien en discuter avec mes collègues d'abord, puisque c'est avec eux que je suis intervenue. Et puis comme on a des expériences différentes, ça nous permet aussi d'avoir d'autres points de vue, d'autres soutiens. Et puis une démarche aussi que je fais à titre personnel, c'est que j'aime beaucoup écrire, ça me permet de me libérer l'esprit. Donc je le fais pour peut-être des choses moins importantes dans ma vie de tous les jours. Mais dans le travail, ça m'aide beaucoup. Parce qu'il y a forcément la notion de confidentialité, donc je ne peux pas tout raconter à mes proches qui ne sont pas du métier. Par contre, je peux en parler de manière générale, mais des fois, juste de pouvoir retranscrire mes idées, ça me libère aussi d'un poids. Moi, je lui ai mis une amende pour la ceinture, pas pour les phares, parce que... Après, ça dépend toujours aussi un peu du comportement de la c'est ça. personne. Je m'adapte à ça. On n'a pas directement l'effet de cumul. C'est-à-dire qu'on constate certaines infractions, si la personne elle est correcte et puis qu'elle ne remet pas une couche, on n'a pas de raison non plus vouloir absolument l'assommer à cumuler tout ce qui est des amendes. Après, voilà, malheureusement, il y a des gens qui tout de suite s'offusquent, puis s'énervent,
et puis monte vite le ton pour pas grand chose. Alors qu'on essaie de leur expliquer, écoutez, il y a la ceinture qui n'allait pas, vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas mis les indicateurs, tout le reste on vous fait la remarque. Puis après c'est ah, vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Ce côté négatif, malheureusement on ne peut pas passer à côté. On doit justement mettre en application les lois, on doit aller jusqu'au bout de nos actes. Après, on essaie toujours de le faire avec ce côté humain. La personne, elle est en faute. Peut-être que par la suite, elle va quand même reconnaître sa faute et puis elle sera beaucoup plus compréhensive. Et puis, ce n'est pas à nous directement qu'elle en voudra. Mais c'est vrai que le premier abord, pour ceux qui nous prennent négativement, c'est difficile à faire changer cette image et puis qu'ils comprennent qu'il faut que quelqu'un soit là pour faire ce métier puis fasse appliquer les lois. Je pense que l'empathie, c'est primordial dans notre métier. On a forcément des compétences de base quand on entame la formation de police, mais qui se développent au fur et à mesure en fonction de qui on est tout simplement et de quel vécu on a. Des fois c'est plus compliqué que d'autres parce que clairement l'attitude des gens pour moi elle m'impacte beaucoup. Après je fonctionne indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion, enfin ça c'est vraiment pour moi des facteurs qui priment pas, sauf si ça peut être un atout dans la gestion de l'intervention. Je pense notamment à des violences domestiques ou des litiges dans les couples, par exemple, parfois, c'est vrai que c'est plus simple que moi, comme je suis une femme, que j'aille discuter avec la femme, et inversement, que mes collègues masculins aient discuté avec les hommes. Si je vois qu'il y a des personnes plus jeunes qui se rapprochent peut-être de mon âge, c'est peut-être plus facile d'aller discuter avec eux, puis au contraire, ils disent « moi, je veux pas parler à une femme », on switch avec les collègues. Donc, j'essaye d'en faire preuve au maximum. Parfois, on est un petit peu entaché aussi par les interventions qu'on a vécues juste avant ou par le passé, mais j'essaye de garder ça comme qualité. Ouais. Si je devais livrer ma réalité du travail de policier, c'est le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que je l'ai choisi et puis je suis tous les jours content de venir. Donc pour moi, je ne trouverais jamais mieux comme job. C'est clair qu'on n'aura pas toutes les solutions miracles, il y a plein de choses qui ne sont pas dépendantes de nos choix. Nous, on va devoir se référer à d'autres services, pas seulement au niveau de notre hiérarchie, mais d'autres services de l'État qui, eux, après, vont prendre des mesures. Mais il dit, mais finalement, on est un petit peu leurs anges gardiens parce qu'on est les premiers là à venir pour les aider et tout ça. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans un métier où on bouge beaucoup, on est au contact des gens en permanence. Et puis nos horaires, ils font aussi en sorte qu'on soit dans des moments de la journée ou de la vie des gens qui sont toujours un petit peu particuliers. Comme on travaille autant la nuit que le jour, qu'on travaille autant sur la route, à l'extérieur ou dans les bureaux un petit peu moins, mais on est quand même souvent en vadrouille ou en patrouille, plutôt pour le jargon police. C'est vrai que ça c'est quelque chose de vraiment stimulant en fait, d'être toujours en action, on est sur le qui-vive un peu en permanence aussi en fonction des interventions qui nous tombent dessus et ça c'est ce qui m'anime le plus. Si je me revoyais il y a 27 ans en arrière puis que je devrais discuter avec le futur agent, je dirais mais change rien, apprends de tes erreurs, parce que j'en ai fait plein dans ma carrière puis j'en ferai encore jusqu'au bout et puis c'est grâce à ces erreurs qu'on apprend. On peut tout récupérer, il y a peu de choses qui sont irréversibles, donc on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller plus loin. Et puis comme me dit un célèbre animateur télévision, toujours plus haut, toujours plus fort, on n'est pas Fort Boyard, mais c'est un peu dans le même style, quoi. Ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi en tant que personne derrière l'uniforme, c'est que je reste un être humain, je suis une jeune femme qui suis impliquée aussi dans mon village, dans différentes sociétés locales et j'ai à cœur que le bien vivre persiste dans notre canton. Donc parfois je suis très compétente pour certaines choses mais j'ai encore beaucoup à apprendre et donc je pense qu'il faut aussi laisser un peu de la marge de manœuvre aux agents qu'on est sur le terrain parce qu'il suffit qu'on ait vécu une intervention peut-être un petit peu plus délicate avant et puis quand on arrivera on fera au mieux avec les nouvelles personnes mais derrière tout ce matériel et tout cet uniforme il y a une jeune femme qui découvre aussi la vie puis qui arrive parfois dans des situations qui la dépassent un petit peu, mais en tout cas j'ai à cœur de faire au mieux pour les gens. Voilà, après presque 3 décennies dans ma profession, je me dis que j'ai déjà fait une grosse partie de ma carrière, qu'il m'en reste encore un petit tiers. Certains diront que c'est peut-être beaucoup, moi j'ai l'impression qu'il ne me reste pas grand-chose. Ces années elles ont filé, j'ai eu un monstre plaisir à travailler tous les jours, j'ai toujours du plaisir à continuer dans mon job et puis je peux que encourager aux personnes qui auraient un petit peu de l'intérêt pour cette profession de découvrir, de se renseigner et puis certainement ils tomberont amoureux de notre boulot comme ça m'est arrivé et puis de dire peut-être qu'un jour je m'y mets aussi et puis je vais au fond de mes idées et puis de mes passions. Derrière le policier, il y a toujours un humain, quelqu'un qui vit les choses comme tout le monde, qui aura ses moments de faiblesse parce que dans sa vie privée ça va moins bien, ses moments de bonheur parce qu'il connaît des super choses qui lui arrivent et puis ça va évidemment influencer sur mon travail de tous les jours
Mais derrière cette première carapace avec un gilet pare-balles et tout ça, il y a un cœur humain qui bat comme chez eux. Au cœur des secours, notre nouvelle série TV met en lumière les personnes de l'ombre. Avec le soutien d'Air Glacier et sa carte de sauvetage des 35 francs par an.